à tous et bienvenue dans le 149e numéro du podcast Hors-jeu Capital, le podcast qui parle de l'actu du PSG, qui débriefe aussi ses matchs et le match qui va nous intéresser aujourd'hui. Messieurs, c'est le Lens PSG qui a eu lieu samedi soir, match nul partout. On va débriefer ce match avec une équipe que vous connaissez bien. Je vais d'abord vous présenter une première acolyte, Nicolas Puravo. Vous l'avez pas revu la semaine dernière. Comment ça va, Nico? Salut Mousse, salut tout le monde, ça va bien, écoute, un début de semaine agité après un bon week-end, donc sympa, il y a des choses à te dire. Ouais, j'ai l'impression que le Grand Prix de Formule 1 t'a plus passionné que le match du PSG. Est-ce que je me trompe, Nico? Ouais, je suis là que pour parler de la Formule 1, moi, hein. Je savais même pas qu'on allait parler du foot, mais pourquoi pas, mais non, moi je veux parler de Formule 1, hein. Bah, je pense que notre deuxième acolyte, il va être d'accord avec toi, il va aller dans ton sens. C'est Clément Perniat qui a lui aussi vécu un week-end de Formule 1 passionnant, d'après ce que j'ai cru comprendre. Exactement, Mousse. Et en plus, je vais souhaiter la fête à Nicolas quand même, parce que c'est à Saint-Nicolas aujourd'hui. Ah, c'est vrai, et bonne fête, Nicolas, c'est vrai. Autant souhaiter Bon, son pilote préféré n'a pas voulu doubler hier. On n'a pas trop compris pourquoi, Lewis Hamilton, mais on pourra en débattre 30 secondes s'il veut, après le podcast. Très bien. Et le dernier acolyte, comme d'habitude, alors je ne sais pas si c'est un passionné de sport mécanique, il est passionné de ballon rond, ça c'est sûr, mais c'est Yacine Amned. Salut Yass. Salut à tous. Alors toi aussi, tu as regardé le Grand Prix, alors je suis le seul extraterrestre, quoi. Il y a que moi que ça n'intéresse pas finalement. Alors, moi, j'avais un peu décroché de la Formule 1, mais j'avoue que là, j'étais bien intéressé. Toi aussi? Ah merde, Ouais. faut que je m'y Bon, mette moi, je alors. suis beaucoup la Formule 1. Après, j'avais un peu décroché, mais j'avoue que là, il y avait de quoi suivre. C'était plus intéressant que beaucoup de choses. D'accord, d'accord. Bon, bah, je pense qu'on va lancer l'idée d'un podcast spécial Formule 1. Alors, il faut que je fasse un petit cours de rattrapage, mais pourquoi pas? Étant donné que Pierre Gasly est supporter du PSG, ça peut le faire, non, Clément? Bah oui, ça Oui. peut être une bonne idée. Je suis pas sûr qu'on fasse plus de 10 minutes, mais pourquoi pas. Surtout avec moi à la présentation. Ça risque de durer 2 minutes même. Allez, on revient au foot et ce match entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain dont que je vous disais, pardon, qui a eu lieu samedi soir. Match nul un partout avec une équipe de Lens qui a dominé quasiment pendant les 90 minutes. Donc le match nul est assez miraculeux, même si en première mi-temps, si on regarde un peu les actions parisiennes, on a eu trois occasions, on va dire, aller assez franches avec le poteau de Messi. Il y a eu le tir cadré d'Icardi dans la surface et une occasion aussi pour Di Maria. Mais le but arrivera en seconde mi-temps et c'est Lens qui va ouvrir le score 1-0 par une super frappe de Fofana. Alors sur cette action, messieurs, faudra qu'on parle de l'attitude de Verratti quand même, qui s'est pris pour l'arbitre, qui a voulu arrêter le match. Et le but survient juste après. Et ensuite, égalisation en toute fin de match dans les arrêts de jeu de Wijnaldum sur un magnifique centre de Kylian Mbappé. Messieurs, je vais commencer par toi, Nicolas. Globalement, les matchs se suivent et se ressemblent, Nico. Non, 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 bon. ils sont de pire en pire les matchs, ils se ressemblent pas, hein. On descend d'un niveau, après chaque prestation, on pense qu'on a touché le fond, mais je pense que le match de samedi, on n'est pas loin d'être sur la pire prestation depuis le début de saison. Voilà, c'était désolé pour les enfants qui écoutent, mais c'était de la merde, voilà, c'était nul dans l'animation, individuellement, dans l'envie, dans l'engagement, dans la combativité, dans le comportement, dans tout. Voilà, c'était nul de A à Z. J'en ai pas un que pour ressortir par rapport aux autres. Voilà, j'ai vu une équipe qui n'en était pas une. Et j'ai pas vu un match de ce niveau depuis le début de saison, personnellement. Je crois que c'est vraiment le pire. Malgré les stats, c'est effectivement les grosses occasions dont tu parles. Mais voilà, je vois pas ce qu'on peut tirer de positif d'une soirée comme ça, à part le hold-up final et ce point arraché dont on ne sait où. Clément, même question. Nico parlait des stats, j'en parlais avant de démarrer le podcast. C'est vrai que quand on regarde les statistiques du match, par exemple en termes de tirs cadrés, on a eu 7 du côté de Lens, 6 du côté parisien. Et pourtant, quand on a vu le match, on a eu l'impression que le Lens a été un véritable rouleau compresseur et que le PSG n'a pas su sortir du pressing lensois et a même, je dirais même parfois même laissé les Lensois jouer tranquillement, trouver leur attaquant devant assez facilement. Est-ce que comme Nico, tu penses que c'est le pire match depuis le début de saison de l'équipe de Pochettino, Clément?
Oui, complètement. Bah, c'est ce que je me suis dit aussi devant l'écran. J'arrivais toujours jusqu'alors à leur trouver ou à trouver globalement une excuse ou une circonstance atténuante. Voilà, il manquait tel joueur, il y avait tel match après, tel match avant, tel choix qui était. Mais là, en fait, là, moi, c'est le pire match que j'ai vu depuis le début de la saison. Tu parlais des stats. Moi aussi, j'ai halluciné quand j'ai vu les stats. Et ça montre bien une chose, c'est qu'on leur fait dire ce qu'on veut, en fait. On leur fait dire vraiment ce qu'on veut parce que quand on regarde le match, quiconque ici, personne n'aurait imaginé qu'on ait eu 65% de possession, qu'on ait tiré autant de fois qu'elle en soit, etc. Donc non, c'est le pire match. C'est surtout de l'agacement, de la colère. C'est un peu un ras-le-bol en fait général après cette rencontre parce que alors Nico parlait de rien qui n'avait été, que ce soit l'engagement, que ce soit la combativité, que ce soit les performances individuelles. Ce qui est plus inquiétant encore, je trouve, c'est les idées de jeu. C'est-à-dire que là, en fait, là, on s'est auto-sabordé, en fait. Alors je pense qu'on y reviendra au fur et à mesure de l'émission, mais on s'est auto-sabordé dans les choix tactiques, dans les choix d'équipe, et évidemment dans les comportements à la fois collectifs sur certaines actions, mais aussi individuels. On s'est auto-sabordé, donc ça laisse imaginer que ça va être de pire en pire, et surtout qu'il n'y a pas forcément d'issue positive à cette descente aux enfers. Donc ouais, c'est très très problématique. Je pense qu'on va rentrer dans les cas plus précis, que ce soit tactique, choix de coach et performance individuelle. Mais globalement, sur la tendance de cette équipe, sur la trajectoire qu'elle est en train de prendre et sur la performance à proprement parler de samedi, moi, j'ai pas vu ça. Nico parlait du début de saison. Moi, ça fait très très longtemps que j'ai pas vu ça. Je sais même pas si ça remonte pas à plusieurs saisons d'ailleurs. Ok, très bien. Moi, je vois que tu es d'un enthousiasme, Clément, à toute épreuve. Yacine, bah, pareil, hein, même question. Globalement, avant qu'on rentre dans le détail, la composition, etc., est-ce que, selon toi, comme Nico et Clément, c'est le pire match que tu as vu depuis le début de saison ou il y a eu pire, selon toi? Franchement, je sais même plus s'il y a eu pire, pas pire. En tout cas, c'était horrible. Il y avait rien. Et le truc, c'est que tu as eu l'impression que Lens, c'était. Enfin, c'est pas l'impression d'ailleurs. Lens, c'est un collectif. Il y a pas de grandes stars, mais il y a des joueurs qui jouent dans leur poste, dans leur rôle, qui jouent ensemble. Ça travaille ensemble. Il y a un vrai bloc équipe. Et de l'autre côté, bah ouais, je sais qu'il y en a qui vont encore me dire, ouais, tu t'acharnes, le PSG, c'est inentraînable, etc. Sauf que, ok, c'est inentraînable, il n'y a pas de problème. Mais ce qui s'est passé samedi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Un coach qui s'adapte à Lens et qui cherche 4 fois en 30 minutes le bon système en faisant des trucs plus improbables les uns que les autres, franchement, je n'ai pas souvenir. C'est-à-dire que tu te sois trompé de système à la limite. Tu fais un petit changement, mais quand tu changes toutes les 7-8 minutes, avec en plus des positions où tu te dis, mais attends, en fait, tu viens d'arriver, tu es coach de cette équipe depuis 24 heures, où ça fait quand même un an que tu as les mêmes joueurs et que tu sais au moins quel est le rôle que tu dois leur donner. Mais c'est catastrophique. Donc, moi, ok, on va en parler après de Pochettino, de l'histoire de inentraînable, au-dessus, etc. Et il faudra aussi parler de Leonardo qui a disparu de la circulation. Bon, lui, c'est un peu comme Nasser, il vient parler quand il y a des belles victoires, il va nous raconter sa sauce à 2 balles. Mais franchement, et ce qui s'est passé sur la première demi-heure, surtout samedi, mais franchement, tu peux pas avoir d'optimisme. Tu vois, il y a eu comme l'a dit Clément, parfois tu te dis, bon, finalement, l'exploit individuel, bon, finalement, quand tu analyses un peu, tu as quand même des occasions. Mais là, c'est horrible, voilà. Et encore une fois, tu vas te cacher derrière les 3 occasions des 3 dernières minutes de la première période pour dire que si tu es efficace, tu peux mener 2-0, tu peux mener 2-1, tu peux. Faut arrêter de se mentir. C'est dégueulasse ce qui se passe sur Alors, le terrain. Yacine, alors, je suis d'accord avec toi, mais juste pour recontextualiser, la première occasion de Messi, elle arrive en tout début de match. Hein, le poteau, c'est en tout 18e. début de match. Oui, oui, Voilà, il y a le poteau, mais c'est surtout les coups d'arrêt. t'as aussi Icardi dans la surface qui se retourne et qui frappe, qui est la frappe cadrée, pardon. Et tu as aussi Di Maria, alors là, je pense que c'est vers la fin de la première En mi-temps. fait, les deux, Icardi Sur et le Di côté Maria, gauche. C'est les 3 dernières minutes. Ok. Il n'y a que l'action de Messi, en fait, qui est, oui, avant C'est ça. l'ouverture du score. Enfin, avant Et l'ouverture, au début de match, quoi. c'est bien que tu as abordé Pochettino, comme ça on va commencer avec Nico sur d'abord sur la composition de l'équipe, Nicolas, puis ensuite les différents systèmes qu'a utilisé Pochettino durant le match. Donc on a démarré en 4-3-3, il me semble, hein, avec Marquinhos et Kimpembe en charnière centrale, Bernat à gauche et Hakimi à droite.
Et ensuite, on avait Danilo devant la défense, et Paredes et Verratti au milieu, et sur les côtés, normalement côté droit, Messi, gauche Di Maria, et en pointe Mauro Icardi, dont c'était le retour, et qu'on a à peine vu, à part sur la frappe cadrée. Oui, Yacine, tu voulais ajouter quelque chose avant que je lance Nicolas ? Parce qu'en fait, d'entrée, Verratti joue à gauche. Ah d'accord, ok. D'accord. En fait, on comprend rien, c'est ça le problème. Parce que moi, je pensais qu'il avait changé au bout de 10 minutes, qu'il n'était pas tout de suite. En fait, d'entrée, il joue à gauche. D'accord. Après, il va passer à droite. Après, il va revenir en 6. Et il va repasser à gauche. Oui, parce que ça c'est lié aussi au fait qu'il passe à une défense à 3, alors qu'il a démarré avec une défense. Ou il a peut-être démarré avec la défense à 3. Non, il est à 4. Il a bien démarré à 4. C'est après qu'il est passé à 3. C'est Danilo c'est Danilo qui se met entre Marquinhos et Kimpembe. Sur la composition, Nicolas, et sur les différents changements de système lors du match, qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire avec ce qu'on avait sur le banc pour démarrer ? Et est-ce que tu as compris ce qu'a voulu faire Pochettino, dont il semblerait qu'il se soit adapté au fur et à mesure à l'effectif de Franck Hez ? Mais en fait, personne ne comprend ce que veut faire Pochettino. Regarde, on n'arrive même pas à savoir. Si je te demande comment jouer le PSG à la 30e minute, tu sais plus. Il change tout le temps. Et même au coup d'envoi, on n'arrive même pas à voir. Un coup, tu as Danilo qui est super bas. Tu te dis, ah bah tiens, ils ont pris la défense à 3. L'action d'après, ils se réintercalent au milieu de terrain. On te dit, ah bah non, finalement, ils sont bien 4 derrière. Mais tu comprends rien. Tu comprends rien tactiquement. Donc évidemment que les joueurs, ils sont paumés aussi. Nico, est-ce que je peux te poser une question ? Est-ce que tu penses pas que est-ce que tu penses pas que Pochettino, après toutes les critiques sur son jeu, sur le fait qu'il y ait peu de tactique, etc., s'est dit, je vais leur montrer que je suis capable de changer de système en match. Il l'a fait 3-4 fois. Moi, après le match, je me suis dit, est-ce que c'est pas l'orgueil qui lui a fait ça ? Parce que finalement, on n'a rien compris. Les changements n'ont pas été si utiles que ça. La seule chose qui a été utile, c'est peut-être l'entrée d'Mbappé à la fin qui amène le but égalisateur, Nicolas. Tu peux tout imaginer, hein. Tu peux aussi dire que ça a été un coaching magnifique de Pochettino, parce que l'action du but, c'est 2 mecs qui fait rentrer. Donc bravo Pochettino, c'est un magicien. Donc non, il y a pas de, il veut rien nous démontrer. Il sait juste qu'il est paumé. Voilà, il y a un moment où faut le dit Yacine, faut arrêter de se mentir. Faut juste ouvrir les yeux. Pochettino, il est complètement paumé. Alors soit il est dépassé par les événements et puis il continue de chercher, soit il en a plus rien à branler de cette équipe. Il attend qu'une chose, c'est les vacances de Noël à Londres avec la famille, et tant qu'à faire, y rester après parce qu'il aura touché son chèque. Mais tu peux pas parler d'un coup tactique, non, il y a rien, il est paumé. Et tu peux pas, comme le dit Yass au débat, tu peux pas adapter ton équipe à Lens 4 fois en une demi-heure. Et en plus, c'est pas comme si Lens nous avait proposé quelque chose d'exceptionnel, d'innovant. Lens joue comme ça depuis 6 mois, même la Ligue 1. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est quand même quelque chose qu'on s'y attendait. On savait qu'ils allaient nous rentrer dedans. On savait que ça allait être un énorme bloc équipe, qu'il allait y avoir beaucoup d'intensité, que c'est des joueurs qui allaient courir dans tous les sens. Tu connais le système que met en place Ace, le 3-4-3, il est archi connu. Tu sais que tu as les 2 pistes. Enfin, il y avait mais aucune surprise. Donc ça veut dire que pendant c'était quand le PSG contre Nice? C'était en milieu de semaine, c'était mercredi. Ouais, donc ça veut dire que pendant 3 jours, Pochettino n'a pas été foutu de voir que Lens jouait comme ça et que Lens allait jouer comme ça. Et donc on arrive au coup d'envoi. Donc Nicolas, il découvre le jeu lensois samedi soir, finalement. Mais c'est même pas le problème qu'il découvre le jeu lensois qui m'inquiète, c'est qu'il découvre le jeu parisien. C'est ça qui est le plus inquiétant. C'est qu'il découvre toujours ses joueurs et il découvre qu'il peut peut-être les mettre ailleurs. Enfin, c'est dramatique ce qui se passe avec Pochettino, c'est dramatique. Et moi, je veux pas rentrer dans cette mauvaise ligne de dire qu'il est nul, il comprend rien au foot. Non, Pochettino, il comprend le football, il l'a prouvé dans ses clubs précédents, qu'il avait des idées de jeu, qu'il avait des concepts, qu'il était capable de proposer des choses, sauf que là, il ne fait rien. Ça fait 1 an qu'il est là. Personne aujourd'hui n'est capable de donner le plan de jeu du PSG par Pochettino. On ne sait pas où il veut aller. Les joueurs, ils sont comme nous, ils sont paumés de la même manière. Et ce qui s'est passé samedi, je pense que c'est quand même plus qu'un signal d'alarme. Je pense que c'est pour moi la preuve que Pochettino aujourd'hui, c'est terminé. Il n'amènera rien à cette équipe. Il ne peut pas parce que c'est trop politique pour lui ce club et il a complètement renoncé.
et que tu n'iras nulle part dans cette disposition. C'est plus possible aujourd'hui. Clément, sur Pochettino, je te donne une petite déclaration qu'il a donnée après la rencontre face à Lens. En gros, il dit qu'il n'est pas déçu des joueurs, il n'est pas déçu du comportement des joueurs, que le match a été difficile, que Lens était une très bonne équipe. Il a ajouté aussi que c'était compliqué quand tu joues tous les 3 jours. Qu'il était content des remplaçants parce que les remplaçants ont donné satisfaction et c'est les remplaçants qui ont permis justement d'amener ce but, cette égalisation, Clément. Même question, hein, on a l'impression que Pochettino, c'est la politique un peu de l'autruche, toujours et encore, Clément, comme l'a dit Nicolas. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, déjà de sa composition de départ et même question qu'à Nicolas, ces différents changements tactiques lors du match? Alors, moi, je suis d'accord sur le constat avec Nico, sur le fait qu'il est plus en mesure de faire quoi que ce soit et que ce soit pas un mauvais coach, etc. Sauf qu'il y a quand même des choix surprenants là, de départ, où là, c'est quand même des choix de coach, parce qu'il y avait d'autres hommes sur le banc de touche. Moi, quand je vois la compo, je me dis soit il est bête, en mettant Danilo et Pereira et Paredes dans la même équipe, soit c'est bien, parce qu'il passe enfin une défense à 3, avec Danilo derrière et Paredes. Mais en fait, c'est pire que tout, parce que, vous allez me corriger si je dis une connerie, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il met Paredes et Danilo en milieu, avec Paredes un peu plus haut, et en fait, en phase défensive, on est en 4-4-2, avec Verratti à gauche et Di Maria à droite. Donc, c'est pour ça que c'est complètement incohérent, en fait. Et en phase offensive, on comprend pas trop, parce que tu as Danilo et Paredes qui sont sur la même ligne, avec derrière Marquinhos et Kimpembe. Verratti, qui est censé alimenter le jeu, mais qui est, du coup, ça fait qu'il n'y a plus personne à gauche. Messi, on ne sait jamais trop où il est. Donc en fait, il y a des choix. Le fait de mettre Paredes et Danilo en milieu, il y a plein de séquences de jeu. D'ailleurs, ça va être intéressant de voir. Je pense que, je ne sais pas si Yacine fera une minute tactique ou pas, mais il y a plein de séquences de jeu où quand on a le ballon, en fait, il y a un embouteillage en milieu parce qu'il y a 4 mecs dans l'espace de 10 mètres carrés. Parce que les mecs, en fait, ils sont tous au même endroit. Et en fait, on jouait à 10 parce qu'il a sabordé notre milieu de terrain en mettant 2 joueurs au même poste, au même profil. Donc ça c'est un choix du coach. Ok, Pochettino n'est pas un mauvais coach. Il y a des gros dysfonctionnements dans l'institution du club, etc. Mais sur le match précis à Lens, il y a quand même des choix dans la compo de départ qui font que c'est de l'auto-sabordage. Et surtout, cette équipe aurait pu fonctionner si Danilo avait reculé d'un cran. Or, c'est pas le cas. En tout cas, en première mi-temps, ça n'a pas été le cas. Pour le reste, malgré tout, avec les joueurs qu'il y avait sur le terrain, tu aurais pu faire quelque chose. Alors, Clément, je ne sais pas si tu m'entends, mais Clément, ouais, je t'entends. Ouais, écoute, ça coupe beaucoup trop. Je te redonnerai la parole après. Je veux bien que tu repasses du coup sur le téléphone, comme on avait prévu, parce que là, ça bug trop, on t'entend très très mal. Mais je te redonnerai la parole juste après, Clément. Je vais laisser la parole à Yacine. Yacine, est-ce que tu peux recontextualiser, réexpliquer un peu ce qui s'est passé, les différents changements tactiques pour les gens pour les auditeurs du podcast, et à partir de quel moment ça a changé, quand est-ce qu'il est revenu, qu'est-ce qu'il a voulu faire, Yacine, selon toi, hein. En fait, je pense que, alors déjà, la première chose, c'est que Danilo et Paredes, quand est-ce que ça a fonctionné? Ça a déjà joué ensemble. Quand est-ce que ça a fonctionné? Jamais. Donc déjà, je comprends pas l'idée de départ. On a du classique jusqu'à Verratti. Donc Verratti commence le match à gauche. Alors, en vrai, on ne sait même pas si c'est à gauche quand ça défend, quand ça attaque, parce que parfois il était à gauche même avec le ballon. Quand tu dis à gauche, Yacine, on est d'accord, hein, sur le côté gauche, hein, sur l'aile. Ouais, devant Bernat. C'est pas relayeur gauche, hein, on est d'accord. Hein. Ouais. Donc, déjà, on ne comprend pas. Après, au bout de moins d'une dizaine de minutes, il parle avec les joueurs et Verratti passe à droite. Mais à la place de Di Maria, pas à droite, à l'intérieur droit. Excentré côté droit. Et pareil, on ne sait pas si c'est en phase défensive ou en phase offensive parce que à un moment donné, je sais, moi en tout cas, de ce que je vois, je ne sais pas si c'est Verratti qui touchait moins de ballons et qui est venu se recentrer pour proposer des solutions, ou si c'était réellement hybride dans le sens où tu défends côté droit, mais quand on a le ballon, tu rentres à l'intérieur. Voilà. 10 minutes après, on se retrouve avec un Verratti devant la défense et Paredes et Danilo devant Verratti. Ça veut dire relayeur. Ouais, tes milieux relayeurs, c'est Paredes et Danilo. Volume de jeu, moins 32.
Et donc, c'est eux qui doivent être devant Verratti. Non, mais là, déjà, tu te dis, c'est pas possible. Mais à la limite, tu vas te dire, parce qu'on en avait déjà parlé dans d'autres matchs, allez, pourquoi pas, tu veux protéger Verratti et dire à Verratti d'organiser le jeu. Sauf qu'au bout de 7 minutes, Verratti disparaît de la position 6 et il se retrouve de nouveau côté gauche. Mais, en fait, c'est juste pas possible de pas savoir où tu vas, de changer autant avec des rôles aussi différents, de ne pas savoir si tu es en 4-2-3, en 4-3-3, en 4-4-2, etc. De vouloir inventer l'histoire de hybride quand on a le ballon, quand on n'a pas le ballon. Et, pour couronner le tout, tu as en face une équipe, comme l'a dit Nico, avec des principes établis depuis 1 an et demi. Pas de surprise, qui te marche dessus. Et là, tu ne sais même pas sortir un ballon. C'est-à-dire que tu es face à Lens. Fofana, il avait marché sur l'OM. Hier et samedi, il a marché sur le PSG. C'est-à-dire que tu pouvais mettre 4, 5, 6 milieux si tu avais envie. Lui tout seul, il leur marchait dessus tellement c'était n'importe quoi. Voilà. Donc, c'est juste pas possible. L'intensité. Verratti l'a dit à la fin du match. Ouais, c'est une équipe qui met de l'intensité, etc. Ah bah ouais, ça vous fait bizarre l'intensité des joueurs qui courent. Parce que vous n'avez pas l'habitude, effectivement. Donc, bon, voilà, à un moment donné, je sais pas. Moi ce qui me dérange dans tout ça, c'est que on nous explique donc que Pochettino, c'est politique et ceci et cela. Ok, pas de problème. Quand il y a tout le monde, ok, pas de problème. Donc, quand il y a Neymar, Di Maria, Messi, Mbappé, mais il est obligé de les faire jouer. Vous ne comprenez pas, vous ne savez rien, vous ne savez pas. Ok, bah, mais Neymar, il est blessé pour 6 semaines. Donc aujourd'hui, là, tu n'as plus d'excuses de je dois les faire jouer et on va se retrouver On avec. rappelle, Yacine, qu'il a laissé Mbappé sur le banc, hein, qui rentre Oui, à la oui, 60e minute. Ça, à la limite, alors, c'est peut-être pas le bon match, mais je peux le comprendre parce qu'effectivement, on est les premiers à dire à un moment donné, les joueurs enchaînent. Va falloir éviter qu'il y en ait un qui se pète parce que ça commence à être chaud. Donc, je comprends là, l'idée de départ. Tu as Icardi, malgré tout. Bon, voilà, c'est pas non plus. Enfin, t'as pas lancé un jeune qui a 0 minutes en Ligue 1, etc. Il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que là, tu n'as pas Neymar. Donc, ton excuse de je dois mettre les 4 devant et j'ai pas le choix et c'est politique, elle tient plus à route. Donc, comment t'organises autour? Moi, je comprends rien. Je sais pas où il va aller. Je sais pas ce que doit faire Paris. Paris est pressé, il continue à essayer de sortir des ballons en sortant de derrière avec Kimpembe, Marquinhos, etc. Il n'y a pas de solution au milieu. À un moment donné, on voyait Verratti qui parlait. Même lui, je pense qu'il savait plus ce qu'il devait faire. C'est-à-dire qu'il disait il y a un trou là et on doit faire ça. Et il faisait des grands gestes. Et en fait, c'est juste pas possible. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Ne me parlez pas de politique. Il y a un message qui ne passe pas, qui n'est pas clair, qui n'est pas cohérent. Et les joueurs ne savent pas, déjà, en dehors de toutes leurs lacunes ou leur comportement qu'on évoquera après, il y a déjà de toute façon des joueurs qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Voilà. Et dernière chose, on nous dit, ah, vous allez voir, quand Di Maria, parce que Di Maria maintenant Neymar est blessé, il va jouer, etc. On n'a rien vu. Donc c'est bien qu'il y a un problème. Voilà. Nico, bah, on parlait des incompréhensions des joueurs et il y a une chose qu'on voit rarement au PSG, qu'on ne voit même jamais, c'est les joueurs qui demandent des explications au coach. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'année où Emery arrive, lors d'un match, je crois que c'est face à Toulouse, où je ne sais plus, c'est Thiago Silva, donc je crois qu'il veut jouer en 4-2-3-1, les joueurs ne sont plus habitués, alors je ne sais plus si c'est Verratti ou Silva qui va carrément sur mon touche pour demander des explications et puis finalement il repasse au système habituel en 4-3-3 et ça, c'est des choses qu'on ne voit pas avec Pochettino. C'est-à-dire que les joueurs avaient l'air perdus, mais en même temps, Nico, on ne voit pas les joueurs s'en inquiéter ou aller sur le banc pour demander des explications ou peut-être demander à repasser à un système plus cohérent. Est-ce qu'il n'y a pas un manque aussi de communication dans cette équipe, Nicolas? C'est ce qu'on voit à la télé. Après, j'imagine qu'ils se parlent quand même entre eux. Après, non mais là, on en met plein la gueule de Pochettino, mais les joueurs aussi, au secours. Il y a un moment où il va falloir aussi qu'ils se mettent face à leurs responsabilités. Parce que tout ce qui se passe hier, alors je suis d'accord avec tout ce qu'on a dit, effectivement, et je suis le premier à le penser, qu'il y a un mauvais positionnement tactique au départ. Il y a, voilà, toi, par l'exemple Verratti, il est quand même frappant de voir Verratti changer 4 fois de poste, alors qu'en plus, on pensait avoir trouvé son meilleur poste avec Pochettino. Quand il le met à City devant la défense en sentinelle, il fait un match monstrueux, Verratti. Toi, tu as une vraie base de travail là pour le coup sur la tactique. Tu peux te dire, bon bah voilà, mon milieu maintenant je vais l'organiser autour de Verratti, positionné devant ma défense. Déjà au moins tu as une base déjà assez solide et puis tu peux te dire, on va essayer d'exploiter ça. Après, moi je veux bien tout entendre sur les hésitations de Pochettino, mais
c'est pas Pochettino qui trottine pendant toute une mi-temps. C'est pas Pochettino qui est incapable de dégager un ballon quand tu es pressé devant ta surface et que tu vois bien que tu n'arriveras pas à t'en sortir parce que tes milieux ils sont 40 mètres devant toi. C'est pas Pochettino qui fait pas les 10 mètres de sprint pour être au deuxième ballon. Enfin, tu vois, il y a quand même des comportements individuels. Je me suis fait engueuler sur Twitter parce qu'on m'a dit que j'avais tort, mais je le redis et je le pense, donc je le dis avec beaucoup d'honnêteté. Le PSG est une équipe de feignasses. Ça fait combien d'années que c'est comme ça? On est l'équipe qui court le moins en Ligue des Champions. On est une des équipes qui court le moins en Ligue 1. Alors on va m'expliquer que c'est normal de moins courir parce que tu as la possession de la balle. Ok, il n'y a pas de souci. À City, on n'a pas la possession de la balle, on court combien 5 ou 6 km de moins que City. On ne fait pas de sprint, on ne court pas, on n'est pas dans le combat, on n'est pas dans le duel. On pense que juste en faisant des petites passes et avec la technique, cette équipe peut faire la différence. Et le drame du PSG, c'est que ça marche. Les 3 quarts du temps, même plus, 9 fois sur 10, ça marche. En étant nul, tu vois, sur ce match-là, imagine tu gagnes le match à Lens. Non mais imagine la honte que Messi mette son dernier coup franc là. T'imagines le scandale? Et il faut faire quoi? Non mais moi je suis Nasser, j'envoie une lettre à toute la région Nord-Pas-de-Calais en m'excusant publiquement. Et je demande au Qatar de faire des subventions pendant 10 ans à Lens pour s'excuser. T'imagines si tu gagnes ce match, mais tu te planques, tu te caches. Tu vas pas en zone de presse derrière pour dire on est contre. Non, mais la honte d'avoir gagné si on avait gagné ce match. J'aurais eu honte. Ah mais Nico, c'est déjà arrivé qu'une équipe soit malmenée de la première à 90 minutes et qui finit par gagner. Mais tu as le droit d'être malmené dans un match de football parce qu'un match de football, c'est deux équipes qui s'opposent avec des forces qui s'opposent et c'est normal des fois d'être malmené. Il n'y a pas de problème. Quand le PSG est malmené au parc face à City, au moins tu livres un combat. Tu te bats avec tes armes. Le PSG, c'était quoi les armes là, franchement, samedi? Qu'est-ce qu'on attend de ces joueurs? Les mecs trottinent, je sais pas si on se rend compte des comportements, et tous, parce qu'on me dit, tu peux pas les traiter tous de starlet ou de feignasse, mais tous. Moi, je veux bien qu'on me dise, Marquinhos, c'est un super exemple, c'est un combattant magnifique. Il est où Marquinhos pour gueuler sur le terrain? Il est où pour rameuter les mecs, pour dire, mais maintenant vous commencez à nous faire chier, venez défendre, courez, proposez des choses. Parce que dans le combat samedi soir, Marquinhos, il était là, hein, avec Kimpembe. Dans le duel. Oui, je te dis, dans le combat, encore heureux qu'ils sont dans le duel. Mais moi, j'aimerais les voir, ces mecs-là, mais montrer un petit peu sur le terrain, montrez-vous, vous avez du caractère. Moi, je vois des mecs qui sont chacun à leur poste, plus ou moins définis, qui font visiblement ce qu'ils ont à faire. Ils estiment que c'est suffisant, mais encore une fois, c'est pas ça qu'on leur demande. Moi, sur ce match-là, j'attendais de voir une équipe qui allait se déchirer. Et toi, j'ai tweeté juste avant le match, est-ce que c'est ce soir qu'on va voir la différence entre une équipe qui court et une équipe qui marche? Bah, malheureusement, oui, on l'a vu. On l'a vu, et tant que tu seras une équipe de feignasses, de toute façon, tu auras toujours, sur des gros matchs comme ça, tu auras toujours ces problèmes. Et je termine, et c'est là où c'est le pire avec ce PSG actuel, c'est que même les gros matchs, comme à City, tu as ces comportements aussi, tu les revois. Sur un match, quand tu vas jouer à City, tu vois des mecs qui ne sont pas dans le combat ou dans la course. C'est désespérant. Bah merci Nico pour ton sacré coup de gueule. C'est pas un coup de gueule en plus, là je suis calme. On sent que ça fait du bien. J'ai gardé le coup de gueule pour plus tard, j'ai un autre sujet. D'accord, très bien, tu es le bienvenu. Si vous voulez bien, on va rentrer sur quelques cas individuels. On parlait du milieu de terrain, on va parler de Verratti, qui était titulaire samedi soir. Et moi, j'ai trouvé que c'était un match plutôt mitigé. Il n'avait pas l'air à son avantage samedi soir. Et le fait de jeu qui amène le but de Fofana, il est quand même incroyable. Donc, je vais recontextualiser. Il y a une faute au départ sur Messi. En tout cas, il me semblerait qu'il y ait faute. Messi tombe à terre. L'arbitre laisse le jeu continuer et Verratti s'arrête. Donc, ses coéquipiers, il semblerait qu'ils s'arrêtent aussi. Et Fofana a toute la liberté de prendre le ballon. L'arbitre laisse jouer. Il estime qu'il n'y a pas faute. Et il y a la magnifique frappe de Fofana et la petite erreur de main de Navas. Mais je ne voulais pas parler de Navas. Je voulais parler de Verratti, son jeu, son match en globalité et sur le fait, et ça il le fait trop souvent, discuter avec les arbitres, s'arrêter alors que le jeu continue. Clément. Alors, sur la performance, déjà sur les performances, juste rapidement sur ce qu'a dit Nico, ouais. Parce qu'on a beaucoup parlé des choix tactiques, des choix de composition, etc. Je les ai trouvés nuls individuellement comme rarement. Vraiment, ils ont tous, mais je crois qu'il y en a un ou deux, de par leur talent de base, qui relèvent un peu le niveau, mais ils ont tous été médiocres. Mais quand je dis médiocre, c'est ça raté des passes à 2 mètres. Danilo Pereira, je ne dis pas que c'est mon joueur préféré habituellement, mais il a vraiment été lamentable. Il a tout raté, tout ce qu'il a fait, c'était nul. Kimpembe, il a raté des passes toutes faites. Même Bernat, il faisait n'importe quoi par moment. Donc, Bernat a été très mauvais. Hein. Non, mais tous. Mais, franchement, Di Maria, on n'en parle même pas. Il a été nul. Je crois que je l'ai critiqué tout le match. Bref, ça, on y reviendra. Mais ils ont été individuellement. Je ne sais pas si c'était l'absence de collectif qui les rend.
nul individuellement ou si c'est les individualités qui sont nulles qui ont rendu l'équipe mauvaise. Bref. Mais alors, pour Verratti, malheureusement, alors déjà, il y a l'action du but. Ça, c'est du Verratti tout craché. Mais ça, je pense qu'on peut rien y faire. Hein. Là, malheureusement, ça fait combien d'années qu'on le voit, combien de saisons qu'on voit ce genre de truc. Je pense qu'il nous en fait une par saison à peu près. Ça fait 9 ans, voilà. Clément. Ça arrive une fois par saison. Et un deuxième truc qui arrive une fois par saison avec Verratti, c'est un carton rouge un peu qui nous sort des fagots, là, qui bouscule l'arbitre, ou un truc à la con comme ça. Ça arrive une fois par saison. Mais j'ai même pas envie de relever ça parce que c'est à l'image de l'attitude de l'équipe tout le match. Comme l'a dit Nico, il a très bien gueulé sur les comportements individuels. Alors lui, ce qu'on peut pas lui enlever à Verratti, c'est qu'il semble malgré tout, contrairement à la mort cérébrale de Marquinhos, j'ai l'impression sur le match où il ne réagit pas une seule fois. Verratti, au moins, il est vivant. Il gueule, il harangue, il va parler à l'arbitre. T'as l'impression d'avoir un mec quand même qui est conscient, quoi, qui est conscient de ce qui se passe. Et on le voit dans l'interview d'après-match. Mais sur son niveau de jeu, à l'image de l'équipe, il ne savait pas se placer. Le problème de Verratti, c'est qu'il a très peu de solutions aussi, parce qu'on a une équipe qui ne bouge pas. On a des joueurs qui ne bougent pas, qui ne proposent pas de solutions. Et quand Verratti a le ballon, souvent, il est bloqué parce qu'il n'a personne à qui la donner, ou du moins personne d'intéressant. Alors, ils sont tous en train de tout le temps vouloir chercher Messi. Ils veulent tous tout le temps trouver Messi. Mais Messi, souvent, ou du moins régulièrement, il est placé entre trois mecs. On ne peut pas le trouver, il est introuvable. Donc, ça rend la tâche encore plus compliquée. Ça fait que tu as un joueur en moins à qui donner le ballon. Donc, Verratti s'est retrouvé plusieurs fois sans solution. Son utilisation du ballon, elle n'a pas non plus été parfaite. Tu ajoutes à ça son placement un peu ambivalent, où à un moment donné, tu es devant la défense, puis à gauche. Donc, ça l'excentrait du jeu. Ça fait qu'au final, il a fait une prestation qui a été relativement médiocre. En fait, à l'image de l'équipe, il a été... et moi, je lui mets 4 sur 10, Verratti. Je lui mets 4 sur 10 parce qu'il a... Au final, son match, comme les autres, il a été mauvais, quoi. Très bien, Clément. Yacine, même question sur Verratti. Et aussi, j'ajoute à cela, est-ce que l'absence d'Mbappé aussi a fait que le jeu de Verratti, il a été moins bon du fait qu'il y avait moins de solutions qu'un joueur comme Icardi qui fait très très peu d'appels. Et puis, comme l'a dit Clément aussi, il y avait très très peu de mouvements. L'équipe de district qui n'avait pas son joueur qui va vite devant, ils ne pouvaient pas allonger parce qu'ils n'avaient pas d'autres solutions. T'as tout compris. Ouais. T'as tout compris. Évidemment, mais le problème, c'est que Verratti, déjà, son match, ouais, il est pas bon. Malgré tout, c'est quand même lui c'est le seul qui est capable de faire le lien entre le milieu et l'attaque. Et le truc, c'est que tu l'as mis ailier droit, ailier gauche. Bon, déjà, moi, c'est juste pas possible. On peut taper sur Verratti samedi, il n'y a pas de problème, hein, parce que son match, techniquement, n'est pas le meilleur match qu'on l'ait vu faire. Maintenant, quand tu mets Verratti ailier gauche, mais sinon, mets Messi défenseur central, on verra bien aussi. Enfin, je veux dire, il faut à un moment donné arrêter les conneries. Moi, je pense qu'il y a un vrai problème. Alors, Nico parle de l'attitude des joueurs, et évidemment que pour nous, et pour normalement les gens qui suivent le foot depuis beaucoup d'années, courir, c'est la base. Voilà. Avoir envie, c'est la base. On a l'impression que cette équipe, c'est même pas la base. C'est le coach qui doit trouver les leviers pour les motiver, leur donner envie de courir. Nico parlait qu'effectivement, même face à City, il ne court pas, donc on ne nous sorte pas l'histoire de c'est parce que c'est la Ligue 1. C'est normal, je l'ai répété 1000 fois. Tu cours 10 km si tu les cours en 55 minutes. Un matin, tu ne te lèves pas et tu le cours en 32 minutes, ça n'existe pas. Donc, pour courir 110 ou 115 km contre City, il faut déjà courir 110 ou 112 contre Lens, contre Clermont, contre Angers, etc. Voilà. Quand tu es à 102 toute l'année, ouais, d'un coup, tu ne te réveilles pas en te disant aujourd'hui, les gars, 115 km ensemble. J'ai regardé les stats de Lens depuis le début de saison. Il y a un match, alors j'ai oublié l'adversaire, ils ont couru 124 km ensemble. Mais 124 km, je crois que ça fait à peu près 32 ans que Paris n'a pas couru 120 km ensemble. Donc, évidemment que ce n'est pas possible. Maintenant, moi, où j'accuse Pochettino, c'est que, en fait, à un moment donné, les joueurs, je le répète Alors, souvent. c'est par rapport à Verratti, sinon, on est d'accord. Hein. Oui, mais c'est parce que, en fait, c'est un tout. Tu reviens sur Pochettino, c'est Non, c'est un tout. C'est-à-dire que les joueurs, je le dis tout le temps, c'est des grands enfants. Donc, quand tu les laisses dans le confort, quand tu penses que leur laisser la liberté, c'est bien, c'est positif. Genre, en gros, allez-y, les gars, je vous fais confiance. En fait, tu tires une balle dans le pied. Les joueurs, c'est des enfants. Si tu leur dis, je vous laisse pas courir si on gagne, ils vont pas courir.
Si tu les laisses pas courir et leur dire je vous sors pas parce que vous êtes des stars et que vous pouvez faire basculer le match, ils vont pas courir. Tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, Verratti, on peut l'accuser d'avoir fait un mauvais match. Mais comme l'a dit Clément, si devant, tu as Icardi qui fait un appel toutes les 39 minutes, si tu as Messi qui marche, si en plus, samedi, parce que normalement, Di Maria, au moins, même si moi, vous savez très bien ce que j'ai déjà dit sur Di Maria depuis plusieurs saisons, plusieurs mois, au moins, d'habitude, il se tape, il court, il tacle. Voilà. Là, il n'a même pas fait ça. Que les deux milieux autour de toi, c'est Danilo et Paredes au volume de jeu néant. Ah ouais, évidemment qu'au bout d'un moment, Verratti, il peut pas créer des choses quand il n'y a rien autour de lui. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on en est quand même à se demander si, et je vais le dire, Neymar, par exemple, qui faisait que courir, puisqu'il courait quand même 2 kilomètres de plus que les autres attaquants. En fait, est-ce qu'on va se contenter de ça? Tu vois? C'est-à-dire qu'on va se contenter d'un Neymar qui court. Voilà. On va se contenter d'un Di Maria qui tacle. Mais on vous rendez compte quand même de ce qu'on est en train de dire du PSG. On est en train de se dire qu'il faut se contenter à un moment donné de joueurs qui normalement doivent être des joueurs de foot et qu'on va considérer, qu'on doit accepter que ce ne soit plus vraiment des joueurs de foot, mais qu'au moins ils aient l'état d'esprit. C'est catastrophique. Mais où est la direction? Où est la direction? On va clôturer le podcast, Yacine, sur Leonardo. On va en parler en fin de podcast pour voir un peu sa responsabilité. Un mot sur Verratti, Nicolas? Tout a été dit. Moi, je veux juste rajouter un truc. Alors, ça va être un peu provocateur volontairement, mais à la décharge de Pochettino, c'est compliqué aussi d'installer une équipe durable avec un homme de base comme Verratti, qui depuis le début de la saison a joué 4 matchs sur 10. Voilà, donc c'est aussi un des gros problèmes actuels de ce PSG, c'est que tu n'as pas de constance dans les compositions d'équipe, aussi parce que les joueurs font que c'est difficile de te reposer sur eux. Le jour où Verratti est capable de faire plus de 25 matchs par saison, bah, forcément, ça ira beaucoup mieux. On va trouver de la régularité, on va trouver des automatismes. Alors, il est très talentueux, je suis d'accord avec Yacine, c'est le seul joueur actuellement capable de faire le lien entre le milieu et l'attaque, voire entre même la défense, parce qu'il est souvent à la base des relances. Mais voilà, maintenant Verratti, bah, qui nous fasse 3 mois non-stop, qui joue tous les matchs, quoi, qui commence vraiment à prendre les choses en main. C'est pas en venant une fois toutes les 6 semaines faire un match qu'on va trouver de la régularité dans ce jeu. Donc ça joue aussi un petit peu malheureusement. Et juste un truc, juste une petite parenthèse, parce que je ne sais pas si on en reparlera, j'y pense, sur ce que dit Yacine avec Neymar. Alors moi, c'est pareil, j'ai beaucoup parlé de ça ces derniers jours. En principe, ce PSG-là, depuis les dernières saisons, quand Neymar n'était pas là, on voyait quand même un esprit collectif un peu différent. On voyait une équipe qui jouait un peu plus en équipe. Alors ça ne veut pas dire qu'on était meilleur, parce que Neymar, malgré tout, c'est un joueur qui t'apporte quelque chose, mais collectivement, tu sentais qu'il y avait un peu plus de cohérence. Il y avait un bloc d'équipe qui. Le ballon circulait mieux. Le ballon pas forcément non plus, mais tu avais au moins un meilleur bloc équipe. Tu sentais qu'il y avait. Que tu n'étais pas tout le temps à chercher systématiquement la passe sur Neymar. Tu n'avais pas Neymar systématiquement en train d'insister trop. Enfin, tu sentais, sur plein de matchs où il y avait quelque chose. Là, depuis que Neymar est blessé, il n'y a rien qui a changé. Hein. Ils sont encore aussi mauvais qu'avec lui, ou il n'y a rien qui a changé. Quand je disais que le ballon circulait mieux, c'est dans le sens où Neymar, il vampirise tellement les ballons et parfois il la garde tellement que quand il n'est pas là, en fait, elle circule beaucoup mieux, le jeu est plus simple. Clément, tu voulais ajouter quelque chose? Je te donne la parole après, Yacine. Rapidement, on parle de l'intensité des kilomètres parcourus et Yacine met ça sur pas Yacine, Nico pardon, met ça sur le dos des joueurs entre guillemets. Il a raison, mais ces stats-là, ces chiffres-là, Pochettino il les a. Il peut leur dire aux joueurs. Il n'est pas ignorant, il n'est pas décorrélé de la performance des joueurs sur le terrain. Il sait ce qui se passe, il travaille l'intensité, il fait des briefs d'avant-match, d'après-match. Il peut dire à ses joueurs, regardez, vous courez 15 km de moins que les adversaires. Enfin, ça se travaille, c'est pas. Il a un discours à porter, il a un message à porter à son groupe. Donc ça, je suis désolé, il n'est pas dénué de responsabilité là-dessus. Et deuxième truc, et après j'arrête, on parlait brièvement de Marquinhos. Moi, j'adore Marquinhos, je le défendrai tout le temps. Mais à l'époque, ce genre de performance, quand tu avais sur le terrain Thiago Silva, Thiago Motta et Ibrahimovic, Dieu sait qu'on les a critiqués pour X ou Y raisons à certains moments, notamment pour diverses raisons. Mais jamais, avec ce genre de personnes, jamais, même Matuidi, je peux rajouter Matuidi d'ailleurs, jamais ce genre de performance individuelle et ce genre de comportement n'aurait pu avoir lieu. Marquinhos, aujourd'hui, il n'a pas suffisamment du poing sur la table et c'est pas suffisamment un taulier pour empêcher cette équipe de réaliser ce genre de performance.
Ouais, je suis pas sûr que Thiago Silva, quand il était là, Non, les joueurs l'écoutaient aussi. Hein. J'ai quelques anecdotes, j'en parlerai un jour, mais le groupe Thiago Silva, Thiago Motta, Ibrahimovic, Matuidi, globalement, ça a pesé plus sur un groupe et sur les comportements que juste Marquinhos et Kimpembe. oui, mais là, tu parles de la première ère QSI où il y a effectivement il y a Oui, bien sûr. Thiago Motta, Ibrahimovic qui ont aussi des gros caractères. Lorsqu'ils sont partis, c'était un peu plus difficile pour Thiago Silva. Yacine? Ouais, je voulais revenir vite fait sur l'histoire du but. En fait, je vais être très court. Il y a une règle, d'accord? L'arbitre ne siffle pas. Le jeu continue. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Pendant 40 ans, on a sorti le ballon, etc. Ça n'existe plus. Donc, arrêtez d'attendre la sortie du ballon ou je sais pas quoi, ou le fair play à 2 balles. Parce qu'en plus, les joueurs, au fur et à mesure, tu as des joueurs qui chialent sur le moindre contact. Donc, en fait, jouez, fermez-la un peu, jouez, jusqu'à ce que l'arbitre siffle ou que les mecs eux-mêmes décident de sortir le ballon. Mais évidemment que leur attitude sur le but, elle est scandaleuse. Voilà. Il y a une règle, en fait. Voilà. Il y a une règle, c'est tant que l'arbitre n'a pas sifflé et arrêté le jeu continue. Justement pour éviter les abus des joueurs qui chialent pendant 3 minutes et l'équipe adverse qui a oublié de sortir le ballon, etc. Donc, ça n'existe plus quand même. Cette règle, elle est mise en place depuis à peu près 10 ans maintenant. Donc, arrêtez de l'inventer. Ouais, on attend qu'ils sortent le ballon, fair play, je sais pas quoi. Jouez et arrêtez de nous saouler avec ces bêtises. Ah, c'est vrai que l'attitude de Verratti, elle est incompréhensible quand même. Parce qu'il s'arrête, il regarde même les joueurs lensois, il leur demande de s'arrêter, alors que l'arbitre, lui, il laisse l'action se dérouler. Et c'est ce qui amène le but. Peut-être que sans ça, peut-être que s'il avait été plus réactif, peut-être qu'il aurait pu gêner la relance. Peut-être. Voilà. Bon, écoute, Mais Verratti, il a toujours chialé comme ça. Donc il n'y a pas de surprise. Pour le coup, une grosse chialeuse, on en a une là. Après, juste, je suis désolé, j'enlise la discussion, désolé, mais Pochettino, il peut rien dire, Clément, à ses joueurs. Il peut rien dire. Parce que si demain, il va gueuler sur ses attaquants qui défendent pas, sur Messi qui fait 6 km par match, et sur les autres qui marchent les 3 quarts du temps, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont appeler Nasser. Ouais, putain, Pochettino, il est méchant, il me demande de courir. Et qu'est-ce qu'il fait Nasser derrière? Ah bah ouais, t'as raison. Bah continue, c'est pas grave, je vais m'arranger. Tu sais bien que ça marche comme ça, Clément. Il est là aussi le problème. Pochettino, évidemment que ça doit l'emmerder qu'il court pas. Évidemment qu'il aimerait bien de l'intensité. Évidemment qu'il aimerait mettre son contre-pressing en place. S'il le fait pas, c'est qu'il sait qu'il peut pas. Et c'est là où on parle de politique. Et non, mais surtout, Nico, on oublie les 2 dernières interviews qu'il donne. Il dit qu'il n'est pas là pour ça. Il n'est pas là pour amener des principes de jeu ou. Mais c'est pas un principe de jeu, Mousse, de courir sur un terrain. C'est pas un principe de jeu de courir. Tu te rends compte que ça fait quoi? Ça fait 3 ans, 4 ans. Le PSG est l'équipe qui court le moins d'Europe. Mais putain, mais les mecs, et on trouve ça normal parce qu'il y a du talent. Mais c'est pas. Tu te rends compte qu'il faut arriver. Bon, les gars, le match demain, on va essayer de courir. Tu vois ton discours? Je vois bien Yacine dire ça à ces petits jeunes à Cachan. Bon, les gars, demain. Bon, on s'en fout de la tactique, par contre, j'aimerais bien que vous couriez sur le terrain. Ah bah d'accord, c'est ça. Ah bon, faut courir? Depuis quand faut courir? Non mais moi je me fais engueuler quand je joue à l'Urban avec mes potes le lundi si je cours pas. Et par contre, les mecs sur un terrain, ils se font pas engueuler, c'est normal. Ne pas courir est normal. Comment tu veux? En plus, c'est pas comme si tu avais des exemples avec le Bayern, avec Liverpool, des équipes, pour le coup, il y a de l'intensité tout le temps. Et toi PSG, non, tu peux gagner sans courir. C'est les Anglais qui ont dit ça l'autre jour. Le PSG a 3 touristes dans son équipe. Mais en fait, non, il n'y a pas 3 touristes, c'est ça le pire. Moi, je pense qu'il y a 10 touristes sur le terrain et qui pensent tous qu'on peut gagner un match en trottinant. Voilà. Et malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Après, moi, j'en discutais avec Romain Molina ce week-end que j'ai eu au téléphone. On parlait un peu du PSG. Il m'expliquait qu'il avait eu des retours. Lorsque Tuchel est arrivé à Chelsea, dans les premiers jours, il était très, très surpris de l'attitude des joueurs et de la capacité des joueurs à écouter l'entraîneur, à travailler, à beaucoup travailler. Et il était très surpris parce qu'il expliquait que lui, à Paris, c'était très compliqué de demander des efforts à ses joueurs. Et on sent que Pochettino, il est un peu dans la même lignée parce que tu l'avais dit en préambule, Nicolas. Hein, Pochettino, on ne peut pas dire que c'est un mauvais entraîneur. On a vu ce qu'il a fait à l'Espagnol, à Southampton, puis à l'Espagnol Barcelone, pardon, à Southampton et à Tottenham. Et on a l'impression que dès que les coachs arrivent à Paris, ils sont face à un vestiaire, j'allais dire soudé, je ne sais même pas s'il est soudé, mais en tout cas, quand tu as 2-3 starlets, quand tu le dis dans ton équipe, c'est compliqué d'imposer ces choses-là. Donc, c'est pas les starlets qui sont problématiques, c'est que tu n'as pas de direction qui a payé ton entraîneur, c'est toujours le même problème. Je pense pas qu'à Chelsea, oui, mais c'est pas Nasser de venir au camp des loges et diriger la séance d'entraînement. Mais non, mais je pense pas qu'à Chelsea, tu es un joueur qui appelle Abramovich le samedi soir en disant putain, Pochettino m'a gueulé dessus sur le terrain parce qu'il m'a demandé de courir. Ça existe dans aucun club au monde, ça. Au PSG, tu as des joueurs qui appellent à Doha, qui appellent
qui ont des numéros de téléphone sur des dirigeants, sur Nasser, et qui expliquent « Attention, il me demande de faire des trucs que j'ai pas envie de faire. » Et regarde, quand Emery a voulu imposer ses idées tactiques au PSG, et que Thiago Silva, qui nous donne des leçons aujourd'hui, était le premier à chialer parce que ça le faisait chier les préceptes tactiques, parce que monsieur devait jouer 20 mètres plus haut sur le terrain et qu'il ne pouvait plus rester dans sa surface à flipper devant les gros matchs. Ils ont tous appelé Nasser un jour, donc qui arrête, et puis tous. Et Ibrahimovic, qui donne aujourd'hui des leçons sur l'autorité au PSG. Il faisait quoi, Ibrahimovic, quand il partait chasser les veilles de match en Suède, et que qui lui disait, oh, t'es gentil bonhomme, et oh, il y a un match demain. Tous, tu as un club où tu n'as aujourd'hui, et c'est là où on dit que c'est pas possible de l'entraîner, tu as un entraîneur qui, de toute façon, quoi qu'il fasse, si ça ne plaît pas aux joueurs, les joueurs appellent la direction, et la direction donne raison aux joueurs. À partir de là, voilà, tout est expliqué. Il y a besoin d'en dire plus, hein. Comment tu veux que ça marche? C'est moins le cas aujourd'hui. C'était vrai ce que tu dis, hein. C'était vrai encore jusqu'à 2017. C'est un peu moins le cas aujourd'hui. Il me semble qu'il y a plus de joueurs qui appellent directement Nasser, etc. pour se plaindre. C'est plutôt alors, mais c'est plutôt aussi les agents, l'entourage. Ça c'est vrai. Les joueurs, ils ont un peu moins accès à Nasser parce que Nasser, lui aussi, s'est fait taper un peu sur les doigts. Justement parce que trop proche des joueurs, de certains joueurs, dont Verratti, Thiago Silva, Neymar évidemment. Voilà. Avant de passer à ton coup de gueule, parce que tu avais un coup de gueule, Nico, je voulais qu'on parle de deux joueurs rapidement qu'on déçu hier. D'abord, c'est Mauro Icardi, à qui on a redonné une chance hier pour faire reposer un peu, pour faire reposer Mbappé. Et Juan Bernat, dont on avait eu l'espoir lorsqu'on avait revu les premières minutes, mais qui semble ces derniers temps. Alors, je ne sais pas si c'est physique ou si c'est la reprise qui a été un peu difficile, etc. Et que peut-être qu'il montera crescendo. Mais c'est vrai que sur le match face à Lens, il a eu pas mal de difficultés, Yacine. Ouais, après, je parle de Bernat. Tu peux enchaîner aussi sur Icardi, dire un mot, et ensuite on passera au coup de gueule de Nico. Le truc de Bernat, c'est que il a quand même été à l'arrêt pendant 1 an. Et j'avais expliqué dans plusieurs papiers que, en général, les 3-4 premiers matchs, tu as du jus, tu as l'euphorie, tu as l'envie, etc. Donc tu compenses. Et que tu as souvent un creux après. Et ce creux, en fait, c'est le plus important, il est là. Et en fait, il faut raccourcir ce creux le plus possible. Parce que le creux, il est inévitable. Tu ne peux pas passer de 1 an sans match à 5 matchs en 1 mois. Même si lui ne joue pas tous les matchs, parce que déjà, il n'est pas inscrit en Ligue des Champions, etc. Mais même 5 matchs en 1 mois, c'est beaucoup quand tu n'as pas joué pendant 1 an. Déjà, on considère que quand tu as une grosse blessure comme ça, le temps que tu mets à revenir, c'est le temps qu'il va te falloir sur le terrain pour retrouver ton vrai niveau. En gros, si tu mets 8 mois, si tu as été absent 8 mois, il te faut 8 mois pour arriver au top. Donc pour toi, Yacine, c'est pas très inquiétant, c'est plutôt normal. C'est normal, et j'ajouterais même qu'il y a une autre raison qui va ajouter à cette normalité, c'est qu'on rentre dans l'hiver avec des terrains plus gras. Et le terrain gras, il est très fatigant musculairement, et la période de changement, elle est encore plus fatigante, parce que tes muscles sont habitués à jouer sur un terrain plutôt dur, etc. Enfin, quand je dis dur, on se comprend. Et d'un coup, tu passes sur des terrains glissants, gras, les appuis ne sont pas les mêmes, il faut aller chercher plus loin, etc. Donc, en fait, musculairement, tu as une autre sollicitation. Et tout ça cumulé, c'est juste logique. Alors, il est pris dans le marasme collectif aussi, donc ça l'aide pas. Mais le coup de mou, il est juste logique. Voilà. Le truc, c'est qu'on espère, par exemple, qu'il va durer que le mois de décembre, et qu'en janvier, avec un peu de trêve, tu vois, une remise en route, parce qu'il n'y aura pas de match jusqu'au 9 janvier. Ils vont à Doha d'ailleurs, hein. Ils vont au Qatar cette année. Voilà. Ça a repris. Ils n'ont pas pu y aller les 2 dernières fois à cause du Covid. Donc logiquement, il y a un stage, je crois que c'est 5 jours, il me semble, en mois de janvier. Donc voilà, donc tu te dis, bon, il y a des chances que ça reprenne, en espérant que ce coup de moins bien soit le plus court possible. L'avantage de Bernat, c'est que c'est un joueur qui est tonique, et c'est aussi différent du joueur qui travaille sur la résistance et tout. Les joueurs toniques, normalement, ils ont aussi un laps de temps plus court pour revenir au haut niveau. Donc bon, voilà, son match, il est à l'image de tout le monde. Il n'y a pas grand-chose. Je ne vais pas lui taper dessus à lui non plus, parce que voilà. Le truc, c'est que tu parlais d'Icardi. Enfin, moi, ce qui me dérange toujours avec, que ce soit Icardi, Draxler et tout, c'est la même caste de joueurs. Le truc, c'est que quand vous avez votre chance, vous la saisissez pas, vous montrez même pas que vous avez envie. Et après, ils vont pleurer quand ils sont sur le banc. Enfin, pleurer. Je ne sais même plus s'ils pleurent d'ailleurs, parce que des fois, je crois que ça leur va très bien. Non. Voilà. Les 2 derniers matchs au parc, donc c'était Nice, et le match d'avant, c'était Nantes. Non, c'était Nantes, ouais.
Icardi, il est parti à l'échauffement. Je vous jure que j'aurais dû le filmer pour voir. Non, mais il y a des choses quand même qui sont archi frappantes et qui sont très significatives du comportement du joueur. Contre Nantes, Icardi s'est chauffé avec la grosse doudoune du PSG. Mais alors que tu es la doudoune sur le banc, il n'y a pas de problème, hein. Il commence à faire froid, c'est normal que les joueurs aient besoin de rester au chaud, etc. Mais tu peux pas t'échauffer avec ta doudoune. Mais sinon, échauffe-toi avec ton duvet. Non, mais attends, mais respectez un peu les gens, quoi. Eh ben, on avait fait la remarque et, euh, et en fait, alors je sais pas si c'est fait exprès ou pas, il y a des gens qui. Bon, après, voilà. Il s'est échauffé avec la doudoune contre Nice aussi, mais en fait, il avait la doudoune pas blanche mais bleue et il l'avait mise en dessous la veste de survêt, en fait, pour la cacher. Mais tu vois qu'il est gonflé au point de te. Non, mais respectez-nous, quoi. Non, mais sérieux, Ah, respectez-nous. écoute, c'est un Argentin, il a le sang chaud. C'est comme Non, ça. mais- Il est Ouais, frileux. ouais, L'Argentin est frileux, Yacine. ouais, sur le banc, ok. C'est vrai qu'en Argentine, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de froid, hein. Ok, d'accord. Mais Euh, bref, vas-y, mais vas-y, que je juste, t'empêche de la parole ouais, à Nico. juste, non, mais au moins quand tu viens t'échauffer, enlève la doudoune. Voilà, mets-toi en survêt comme les autres en short. C'est juste, même si t'as froid, fais semblant. Mais sérieux, non, mais c'est pas sérieux, quoi. Franchement, c'est Le pas temps sérieux. avance, Yacine. Je vais donner la parole à Nico. Un mot, Nico, sur Bernat et Icardi. Pareil, Clément. Et ensuite, on parlera de ton coup de gueule. Tu me diras ce qui se passe, Nico. Non, bah, ça va revenir un peu dans tout ça. Bernat, oui, Bernat, moi j'aime beaucoup. Après, Bernat, il souffre aussi du syndrome Hakimi, Yacine. C'est-à-dire que Hmm. tu as une équipe qui joue pas avec ses latéraux. Voilà, on a une équipe, on a les latéraux, je sais pas trop à quoi ils servent, quoi. Ils sont là pour faire le nombre et de toute façon, tout se passe dans l'axe. Le nombre de fois où t'as un appel d'un latéral et ils sont pas servis, moi je comprends qu'au bout d'un moment aussi, ça, pour Hakimi, pour le coup, je comprends vraiment qu'il commence à être lassé de son exploitation, de son utilisation, pardon. Le mot était malheureux. Et puis bah, après, Bernat, en plus de ça, il y a effectivement le contre-coup physique, ce qui est normal, mais moi je pense que c'est surtout une question d'utilisation, c'est là où ça pêche. Voilà, le PSG joue pas assez sur ces joueurs de couloir. Après, Icardi c'est aussi un petit peu le souci que tu as avec des joueurs comme ça, c'est qu'à partir du moment où tu les as mis au placard, où tu leur as fait comprendre, alors ils sont peut-être responsables aussi de cette mise au placard, c'est même pas la question, mais à partir du moment où il est acté que ce mec-là n'aura de toute façon plus sa chance, qui jouera jamais les gros matchs, qui va juste être aligné quand Mbappé sera un peu fatigué ou quand il faudra faire le nombre, tu peux pas derrière t'étonner, même si oui, c'est des professionnels et qui sont bien payés, mais tu peux pas t'étonner que les mecs baissent un peu les bras. C'est humain, je pense. C'est humain, et là, ça vient c'est de la gestion de groupe. Icardi, je suis persuadé que si tu l'alignes dans une équipe qui va jouer davantage pour lui, avec des centres, avec des projections des milieux, avec des ballons dans la surface, bah, il va recommencer à marquer des buts comme il marquait à l'Inter ou au début du PSG. Sauf qu'aujourd'hui, tu regardes, quand Hakimi, à un moment, il déborde en deuxième mi-temps, quand il va chercher Di Maria, je crois, sur la fin de la première mi-temps, c'est quasiment le seul centre d'Hakimi du match. Il y a qui dans la surface? Il y a Icardi et il y a Di Maria. Deux personnes dans la surface. Voilà. Et le PSG, à chaque fois que tu attaques, à chaque fois que tu te rapproches sur les côtés, tu lèves la tête, tu regardes dans la surface, il n'y a personne. Tu as le latéral opposé, il est rond central parce qu'il a la consigne de ne pas monter. Les trois milieux de terrain, ils sont en ligne en train de discuter de qu'est-ce qu'on va faire demain soir comme soirée. Et puis les attaquants, tu en as un dans la surface, et puis tu as les autres qui sont, tu sais, c'est tout le monde en grappe, on va chercher le ballon. Donc, normal de ne pas centrer. C'était Un pas le mec cas comme des Icardi, Lensois. Hein. un mec, non mais regarde la différence avec les Lensois. Ah, c'est vrai, c'est Un vrai. mec comme Icardi, il est tout seul dans la surface, il n'y a pas de centre, il n'y a pas de jeu avec lui. Plus hier, enfin, tu peux pas plus mal utiliser un mec comme Icardi. En plus, là, pour le coup, on était en plus en bloc bas. Et limite, on balançait des longs ballons sur Icardi pour qu'il parte en vitesse. Enfin, c'est lunaire. C'est lunaire de voir ça. Donc, moi, je suis embêté parce que j'aime beaucoup Icardi. Je pense que ça pourrait être un joueur qui fait énormément de bien. Et je suis sûr que quand il va se barrer du PSG cet hiver ou l'été prochain, il va aller dans un club où il va y avoir des mecs qui font des centres, où il va y avoir des milieux qui se projettent avec du monde dans la surface. Et ben, vous allez voir qu'Icardi va remettre ses 20 buts par saison. Voilà. C'est tout bête. Clément, Ouais. tu veux dire un mot toi aussi sur Bernat et Icardi? Bah, Bernat, ce qui est quand même rassurant, c'est que malgré son contre-coup physique, il a un Kurzawa dans chaque orteil. Ça, c'est toujours assez rassurant. Et non, blague à part, on le voit sur les petits appels en profondeur derrière la défense. Il est juste. Il est encore très, très juste. Et moi, je trouve que c'est là le plus flagrant. C'est même pas défensivement, c'est plus offensivement, où il lui manque ce petit aspect tonique qui lui permettait d'avoir des ballons. De récupérer des ballons avant de centrer. Sur Icardi, les numéros 9, on sait qu'il marche beaucoup à la tête, beaucoup à la confiance. Et un numéro 9 qui ne joue pas, forcément, quand il va jouer un match sur 5 ou un match sur 6, ça va être très compliqué parce qu'il lui manque des repères, parce que ses affinités se sont perdues.
Ça, c'est plus vrai pour les numéros 9 que pour les autres postes. Peut-être les gardiens à la rigueur. Donc voilà. Après, moi, je suis d'accord avec Nico sur l'intérêt d'Icardi. Je pense qu'un mec, on l'a vu sur plusieurs rencontres du PSG en Ligue des Champions, un mec qui pèse sur les surfaces, qui joue sur les surfaces et sur les défenseurs centraux, ça peut servir à bien des égards. Et Il avait fait un très bon match à Barcelone lors de la victoire 4-1 du PSG, c'est vrai. Et d'ailleurs, ça libérait des espaces derrière pour les milieux offensifs et les autres attaquants. Le problème, c'est toujours le même, c'est que c'est relié à tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Comment on veut jouer, quel style de jeu on veut avoir, comment on veut l'utiliser, avec quel joueur autour de lui quand il jouera. Et on n'a aucune réponse à ces questions parce qu'on n'a aucune réponse sur le jeu du PSG. Donc Icardi, il est dans le flou total dans lequel est le PSG en ce moment. Donc malheureusement, il n'y a pas d'issue positive pareil à très court terme, j'ai l'impression. Et oui, et d'ailleurs, il ne se plaint pas parce qu'il a un excellent salaire et quand tu es sur le banc et tu touches 10 millions l'année, je pense que voilà, tu as un joli lot de consolation. Nicolas, un dernier mot avant qu'on passe. Ouais, juste un bémol sur avoir deux Kurzawa dans chaque jambe, c'est pas forcément veut dire que ça veut pas dire que tu es bon pour autant, hein. C'est comme si tu disais à un mec myope, complètement bigleux, qu'il voit mieux que Gilbert Montagnier, c'est pas forcément un compliment, tu vois. Donc, il a effectivement deux Kurzawa dans les jambes. Ça en fait pas un ballon d'or en puissant, tu vois. Le pauvre Kurzawa, il a rien demandé, il en prend cher. Kurzawa qui n'est même plus sur les feuilles de match, les amis. Ouais. Hein, c'est gravissime. Moi, je voulais aborder un dernier sujet, donc Leonardo. Mais avant, tu voulais passer ton petit coup de gueule, Nico. Je t'écoute. De quoi il s'agit, mon ami? Ouais, j'en ai deux même. Si on peut le faire rapidement. Très rapide, j'en ai deux. La première, c'est la gestion du Caramos qui commence vraiment à me rendre dingue. C'est-à-dire que tu as un mec qui revient en forme, tu vas le faire jouer 90 minutes à Saint-Etienne, à bien tirer sur la corde. Résultat, ça fait 2 matchs qu'il n'est pas capable de rejouer. Et tu vas voir qu'ils sont capables de l'aligner en Ligue des Champions mardi soir contre Bruges, un match qui ne sert à rien. Et derrière, il ne sera pas là contre Monaco. Donc déjà, le Caramos commence vraiment à me rendre dingue. Et j'ai eu quelques échos. Apparemment, à Doha aussi, commence un petit peu à en avoir ras-le-bol visiblement de la gestion de ce cas-là. Et alors, le deuxième coup de gueule, ça va se rapprocher de la doudoune de Yacine, c'est con, mais voilà, j'ai lu l'interview de Suarez qui nous explique que Messi a froid et qu'il ne s'attendait pas à avoir de la neige et du froid à Paris. Et là, j'ai envie de dire, mais putain, mais fermez vos gueules maintenant. Mais fermez vos gueules, parlez plus à vos potes, taisez-vous, arrêtez le groupe WhatsApp, dites plus rien, mettez-vous à jouer, à courir. Et puis toi, Messi, s'il a froid, eh ben, il a qu'à courir un peu plus et ça va le réchauffer sur le terrain, toi. Mais putain, on nous explique maintenant que Messi est pas bon parce qu'il a froid. Donc j'en peux plus de ce club, les amis, je vous le dis, j'en peux plus. Donc bientôt, tu vas voir, Messi va jouer avec le maillot de Noël, le pull de Noël du PSG là qu'ils ont sorti pour la boutique. Tu vas voir, Messi va être aligné, alors il mettra son pull de Noël au-dessus du maillot bientôt. On marche sur la tête avec ce club, j'en peux plus. Alors, il se plaint aussi apparemment de la circulation difficile à Paris, c'est ce qu'on a appris récemment. Et aujourd'hui, le journal L'Équipe sort un article sur les doutes de Messi, qu'aurait Messi sur les capacités tactiques de son coach Mauricio Pochettino. Donc j'ai vu ça passer ce matin avant le. Je crois que c'est une info qui vient du Parisien. Hein. Je crois que ça. Il y a eu 2 articles. Alors il y en a un dans le Parisien et un dans l'Équipe. Alors peut-être que je confonds, mais il y en a un des deux qui parle des doutes du clan Messi. On parle du clan Messi, donc du joueur et de son entourage, sur les capacités de Pochettino à mener cette équipe vers le succès. Donc c'est bon pour ton coup de gueule. T'as dit ce que t'avais à dire. T'as craché ta Valda. C'était gentil. Très bien. Dernier sujet et après on close ce podcast. Il faut qu'on parle aussi de Leonardo, c'est vrai. Yacine en a parlé en début de saison. Leonardo qui est toujours prompt à venir devant les caméras lorsqu'il y a un résultat positif pour défendre parfois l'indéfendable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit les résultats du PSG et surtout notamment le contenu des matchs, c'est vrai que ça fait un bout de temps qu'on ne l'a pas entendu. Déjà que Nasser El Khelaifi est très très peu présent à Paris, donc c'est Leonardo qui a les clés du camion, c'est lui qui gère le club au quotidien parce que Nasser partage sa vie entre Doha et Londres, mais il est rarement à Paris et quand il y est, il n'est quasiment jamais à la Factory. Hein. On le voit très très peu là-bas. Donc théoriquement c'est Leonardo qui gère le club et avec tous les soucis qu'on vient d'évoquer. La question, c'est quelle est la responsabilité de Leonardo? Est-ce qu'il a une vraie part de responsabilité? Déjà, au niveau du mercato, il a géré ça quasiment tout seul. Mais vous, aujourd'hui, est-ce que vous lui en voulez dans la gestion de cette équipe? On a appris notamment que Messi et Paredes avaient fêté toute la nuit le Ballon d'Or. Ensuite, on avait évoqué un début de gastroentérite
pour expliquer leur absence à l'entraînement le lendemain. Et ensuite, on les voit titulaires face à Nantes. Non, c'est face à Nice, pardon, lors de la présentation du Ballon d'Or. Non, pas Paredes. Non, je parle de Messi avait joué. Messi. Ouais. Oui, Messi, pardon, excusez-moi. Mais Paredes était sur le banc. Ouais. Voilà. Donc, normalement, quand tu as des débuts de symptômes de gastro, en règle générale, tu es contagieux, donc tu ne t'approches pas des joueurs. Donc, non, mais gastro au PSG, ça veut dire gueule de bois. Mais... Oui, c'est plus ça. Donc voilà, le débat est posé. Quelle est la responsabilité de Leonardo? Doit-il continuer? Est-ce que son sort est lié à celui de Pochettino? Voilà toutes les questions que se posent les supporters du PSG. Yacine, je te donnerai la parole à la fin parce que je sais que tu as beaucoup de choses à dire. Donc je vais commencer par Clément. Bah, déjà, quel est le rôle, quelle est l'importance de Leonardo? Parce que pour répondre à cette question, alors c'est quoi exactement, je ne sais plus l'intitulé de ta question, mais pour y répondre, quel est le rôle, quelle est l'importance aujourd'hui de Leonardo dans le staff? La question, Clément, comme ça je l'ai dit, c'est quelle est la responsabilité de Leonardo sur ce qui se passe aujourd'hui, les résultats, les comportements des joueurs, etc. Et est-ce que son destin est lié à celui de Pochettino en cas de départ de Pochettino? Alors, si son destin est lié à Pochettino, j'en sais rien, je t'avoue. Je n'en ai aucune idée. Sur sa responsabilité, moi, je pense que ça dépend de son rôle. Quel est aujourd'hui son rôle? Il a les pleins pouvoirs, Clément. Le rôle, c'est ça, c'est qu'il gère le club au quotidien. Donc il lui est conféré énormément d'importance par les dirigeants. Donc, deux choses. Soit il lui était pas conféré de l'importance, il servait à rien. Et dans ce cas-là, il servait à rien et on aurait pu le dire. Soit il a de l'importance, comme tu dis, il a les pleins pouvoirs et ça se passe mal. Donc sa responsabilité, elle est énorme. Elle est énorme. Mais moi, ok, sa responsabilité, elle est énorme. Il fait de la merde, il prend le mauvais entraîneur, ou alors il le vire pas assez tôt, ou alors ses choix de recrutement sont pas les bons parce que X ou Y, les postes ne sont pas complétés suffisamment. D'accord? Il y a une hiérarchie dans ce club. Moi, je veux bien que Leonardo il soit responsable de X ou de Y. On le vire il y a 3 ans, il revient il y a on le vire il y a 4 ans, il revient il y a 2 ans, etc. Mais qui prend ces décisions? Est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Moi, le pilote, c'est pas censé être le directeur sportif dans l'avion. Il y a un président. J'allais dire, il y a un président de la République. Non, il y a un président dans ce club. Il y a un chef. C'est Nasser Al-Khelaifi. Pour moi, c'est lui le responsable. Moi, depuis le début, depuis qu'il y a des dysfonctionnements, on en a parlé et reparlé, on a même écrit des trucs dessus, Mousse. Depuis le début, je dis que dès qu'il y a des problèmes d'institution dans ce club, des problèmes de hiérarchie, des problèmes de non-respect de l'institution, c'est le président qui est en tort. Parce que c'est lui qui nomme ses hommes, parce que c'est lui qui nomme l'entraîneur, qui nomme le directeur sportif qu'avait nommé Antero. À un moment donné, on parlait de commission sur les transferts, de Leonardo qui se goinfrait sur certains points. Mais qui est responsable de ça? Si Leonardo, on lui dit tu fais ce que tu veux, ta carte blanche, et si tu veux, n'hésite pas à prendre 10% sur chaque transfert, et n'hésite pas à nommer qui tu veux, à prendre Messi, Ronaldo, machin. Et c'est le président qui est responsable de ça. Donc moi, j'ai même pas envie d'en vouloir à Leonardo. Je lui en voudrais quand je lui en veux concrètement par exemple là, de ne rien faire et de ne pas s'exprimer alors qu'il a bon dos de s'exprimer quand faut résister à Barcelone pour le transfert de Neymar, ou quand faut parler à l'intersaison des bienfaits de l'équipe après une victoire en huitième de finale aller à Munich, etc. Mais moi, c'est maintenant. Donc ça, je lui en veux. Je lui en veux de ne pas s'exprimer maintenant. Je lui en veux de ne pas faire des choix importants quand l'équipe est au plus bas. Mais sinon, moi, je lui en veux pas plus que ça, parce que pour moi, le responsable de ses choix, le responsable des nominations et le responsable des dysfonctionnements de l'institution, de tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, les kawaii, les blousons, les pulls, les machins, les ceci, tout ça, c'est Nasser Al-Khelaifi. S'il y avait un président avec de l'autorité, on n'aurait pas ces problèmes d'entraîneur, de directeur général, de directeur de je ne sais pas quoi, sportif, etc. Le problème, Clément, c'est que Nasser, il a tellement de casquettes avec le Qatar. C'est pour ça que je disais qu'il est jamais à la factory, il est jamais en tout cas, quand il est à Paris, tu le vois rarement dans les bureaux. Tu le vois lorsqu'il y a des signatures de contrats pendant les périodes de mercato, etc. Mais en dehors de ça, on ne le voit pas. Et c'est pour ça. Et quand je disais que Leonardo avait les pleins pouvoirs, c'est pas qu'il décide de tout, parce que c'est toujours Doha qui valide tout à la fin. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au quotidien, c'est lui qui va gérer. Quand il y a un souci, quand il y a une polémique, etc., c'est Leonardo qui gère. C'est-à-dire que c'est lui qui gère tout seul. Il y a plus, et pour vous dire un peu comment fonctionne le club, Leonardo, il a un adjoint qui s'appelle Angelo Castellazzi. Voilà. Et c'est le seul à qui il parle. Voilà. Quand il prend une décision, celui à qui il en parle, c'est Angelo Castellazzi. Les autres strates de l'institution PSG, que ce soit le service marketing, le service communication, etc., il ne rend compte à personne. Parfois, il prend des décisions et les services la prennent comme ça au dernier moment. Et donc, ils doivent gérer avec.
Donc c'est très compliqué de travailler à Leonardo parce qu'il a un côté où il fait confiance à peu de personnes. Donc il n'explique pas toujours ce qu'il fait ou ce qu'il va faire. Et c'est pour ça qu'aussi on disait, et il y a eu beaucoup de choses, notamment liées au space de Romain Moulineau, où il expliquait un peu des dysfonctionnements du club. Il parlait aussi de Leonardo. Et c'est vrai que tu peux pas fonctionner. Le fonctionnement d'un club, c'est un fonctionnement, c'est un peu comme une équipe de foot. Si tu n'es pas collectif, c'est compliqué. Quand Leonardo débarque en zone mixte, c'est jamais travaillé, c'est jamais préparé. Il y va parce qu'il y a un résultat positif et qu'il va essayer d'aller défendre le PSG, même si parfois, moi, je trouve qu'il s'y prend mal, s'attaquer à la presse, etc. Ça ne sert pas à grand-chose finalement. Tu peux attaquer les journalistes, dire que machin, ça sert à rien. Tu seras toujours critiqué, tous les clubs sont critiqués, ça c'est comme ça et tu ne peux absolument rien y faire. Voilà, je ne sais pas si tu voulais conclure là-dessus, Clément, si tu voulais rajouter quelque chose. Voilà, juste deux choses. La première, c'est que Leonardo, il est aussi coincé par le statut qu'on a conféré aux individualités et aux stars du club. On a tellement des superstars aujourd'hui, on se met tellement à genoux pour prolonger Mbappé que dans tous les cas, l'entraîneur et le directeur sportif seront coincés par le statut qu'on a conféré aux individualités du groupe. Messi, de fait, de parce qu'il est, il sera toujours au-dessus de n'importe quoi et de n'importe qui. Malheureusement, ça ne devrait pas être le cas, mais c'est comme ça. Et c'est le fonctionnement du PSG. Et deuxième chose, je vais faire une analogie politique 2 secondes. Si jamais les ministres dans un gouvernement, ils font de la merde, ils font tous de la merde, et ben on dira pas que c'est de la faute du Premier ministre, on dira que c'est de la faute du président. Et ben pour moi, c'est la même chose. Si le PSG, l'entraîneur et les joueurs, ils font de la merde, ben pour moi, c'est pas de la faute du directeur sportif, c'est de la faute du président qui a pas su instaurer les bons hommes aux bons endroits. Nico, est-ce que tu penses comme Clément que la responsabilité elle est plus sur le dos de Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, ou est-ce que tu as des choses aussi à reprocher à Leonardo, notamment parfois dans sa com ou dans son manque de communication, et notamment lorsqu'il y a eu beaucoup de faits divers ces derniers temps, des faits extrasportifs autour du PSG, que ce soit l'affaire Amraoui, l'affaire Herrera, juste avant il y a eu Icardi, etc., etc. Pour toi, la responsabilité elle est à pointer sur qui, Nicolas? Alors, elle est un petit peu sur tout le monde, mais je ne suis pas du tout d'accord avec Clément qui déresponsabilise complètement Leonardo. C'est facile en fait, quoi. Donc en gros, tu as un président qui est responsable de tout. Donc ça veut dire que si tu as Messi qui rate son penalty en finale de Ligue des Champions, ce sera de la faute de Nasser parce que c'est lui qui aura autorisé l'entraîneur à aligner un joueur, qui l'aura autorisé de recruter par un autre mec, qui aura été. Enfin, tu vois, il a des responsabilités aussi, Leonardo. Et puis après, enfin, regarde un club comme City par exemple. Tu connais le nom du président de City? Tu le vois parler dans la presse, au président de City? Le mec, voilà, il fait son club, il est président, il met des hommes en place. Maintenant, les mecs, ils assument, ils sont là pour travailler. Tu as un entraîneur qui est là. Donc, ça veut dire que si Pochettino, en gros, il n'est pas bon, c'est pas de sa faute. C'est parce que c'est Nasser qui l'a recruté. Donc, pourquoi on parle de Pochettino, en fait? Parlons que de Nasser dans ce cas-là, tu vois. Donc, non, je suis pas d'accord avec ça. Après, Leonardo, là où moi, effectivement, je vais rejoindre Clément, c'est sur le fait que tu peux pas venir parler devant la presse pour expliquer que tu es un grand club, tu as conscience, tu sais exactement ce que font tous les joueurs. Faut arrêter de croire que le PSG, c'est Club Med, qu'on fait ce qu'on veut. Tu peux pas venir devant la presse pour dire ça, mais après, dans les faits, tu te rends compte qu'il n'y a absolument rien qui change depuis X années dans ce club. On sait comment ça se passe au PSG, on le voit. Tu peux pas venir parler en affirmant une autorité que tu n'appliques pas tous les jours. Oui, les joueurs au PSG, ce sont les patrons. Voilà, c'est comme ça. Tu peux nous faire dire ce que tu veux, c'est le cas. Maintenant, Leonardo, moi, je n'ai pas trop d'avis sur lui. J'avoue que la manière dont il bosse au quotidien, comment il se comporte avec les salariés du club, c'est pas un truc qui m'intéresse. Je m'en tape un peu pour être honnête. Par contre, si demain j'ai un grand entraîneur qui arrive et qui me dit moi, travailler avec Leonardo, c'est pas possible, je veux tout reprendre en main, mais je veux aussi être mon directeur sportif moi-même. Et donc, si vous voulez que je vienne, je m'appelle Guardiola, mais vous dégagez Leonardo. Bah vas-y Leonardo, au revoir. Moi je suis pas attaché à lui. Moi je suis supporter du PSG, je suis pas supporter de Leonardo. Donc si mon club va mieux avec Leonardo qui s'en va, il n'y a aucun souci qu'il s'en aille. Maintenant, il ne faudra pas non plus oublier que Leonardo, il nous a quand même fait du bon recrutement. Il ne faut pas nous oublier que son travail, tout n'est pas noir avec Leonardo. Mais moi ce que je n'aime pas avec lui, voilà, c'est cette politique de dire on a les choses en main, on maîtrise, croyez pas que c'est Club Med de PSG. En l'occurrence, oui, il n'y a rien qui est maîtrisé par rapport aux joueurs et oui, le PSG est un Club Med. 2 secondes, Mousse, juste 2 secondes. Vas-y, Clément, vas-y. Quand je dis tout ça sur Nasser, c'est pas pour déresponsabiliser Leonardo. Je dis juste que si on n'est pas satisfait du travail de Leonardo, si ce qu'il fait c'est mauvais, c'est le rôle du président de s'en séparer. Et c'est tout ce que je veux dire en fait. Ce que je veux dire, c'est que Leonardo, c'est un pion parmi tant d'autres quelque part dans ce club.
Il a un rôle de directeur sportif, comme Jean-Claude Blanc a un rôle de directeur général. Il fait du super travail. Si jamais Leonardo, on n'est pas satisfait de son travail, c'est au président de taper du poing sur la table. Et force est de constater que ça fait un bout de temps que Leonardo il a disparu. Donc ça fait un bout de temps que Nasser Al-Khelaifi aurait dû répondre présent. Mais il est satisfait de son travail. C'est ça le problème de ce PSG. Il faut que. On en a parlé il y a 15 jours, je crois. Le PSG aujourd'hui, c'est un projet sportif, un projet marketing, un projet d'image. Voilà. Enfin, financier et image. Il y a les 3 trucs. Ils sont contents, les Qataris, Clément. Putain, ils ont Messi, ils ont Mbappé, ils ont Neymar. Il y a la Coupe du Monde dans moins d'1 an. Ils vont arriver au Qatar à 2022 avec cet effectif-là. La priorité, c'est pas de gagner la Ligue des Champions au PSG. Hein. C'est pas une priorité. Hein. C'est un objectif parmi d'autres. Les comptes sont bons. Et enfin, bon, c'est difficile de pas être bon avec le Qatar derrière, donc ils sont toujours bons les comptes. Mais en termes d'image, voilà, ça progresse sur les réseaux sociaux, et voilà, il faut avoir ça. Et moi, je pense, et c'est là où des fois on a du mal à comprendre, je pense que les Qataris, le fait que le PSG joue mal en ce moment, c'est pas du tout en tête de liste des trucs à régler rapidement. Je pense pas. Si demain, tu te rappelles quand j'avais dit ça, Nicolas, tu m'as dit non, je pense pas. Bah, tu vois, finalement, tu es d'accord avec moi. C'est toi qui me disais que les Qataris s'en foutaient du style de jeu. Moi, je te disais. Non, mais je te dis, je pense qu'ils s'en foutent pas. Mais c'est pas la priorité. Il est là le problème du PSG. Si demain le projet sportif devient en tête de liste, crois-moi que ce sera réglé tout ça. Là, aujourd'hui, tu vas voir l'émir, tu dis bon, on a un problème, on joue pas très bien, mais on a aussi perdu 1 million sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va commencer par les réseaux sociaux, les amis. Hein, je vous le dis tout de suite. On va pas commencer par le style de jeu. Donc, le jour où le projet sportif sera en tête de liste, crois-moi que ces problèmes-là, ils seront réglés plus tôt. Mais les Qataris, ils doivent pas prendre du plaisir devant le PSG, mais c'est pas la priorité, le style de jeu actuellement. Il y en a d'autres des priorités. Sans doute, Nicolas, sans doute. Mais c'est vrai que aujourd'hui, quand tu parles à des dirigeants du PSG, moi je l'ai fait récemment, et la première réponse qui m'a sorti, oui, mais on a fait finale, on a fait demi-finale, on a Messi, et cet été, on était le centre du monde. Et eux, j'ai beau leur dire que c'est quand même un club de foot, et la vocation d'un club de foot, c'est quand même aussi gagner des titres, etc., et donner du plaisir à ses supporters. Oui, mais on donne du plaisir à nos supporters, on a acheté Messi, on a acheté Neymar, on a acheté Mbappé. Ok, bon, bah, là-dessus, tu as raison, Nico. Yacine, pour finir, je te laisse la parole sur Leonardo, c'est toi qui as voulu aborder le sujet. Jérôme Rotten, cette semaine, a révélé une affaire qui était vieille, qu'on connaissait, on avait déjà parlé, que ce soit dans notre bouquin avec Clément et dans le podcast, j'avais déjà raconté l'anecdote. Mais c'est vrai que Leonardo, on a l'impression qu'il a aussi voulu mettre un peu d'autorité dans ce club, etc. Et que là aussi, ça s'est vite retourné contre lui parce que ce que j'ai tweeté cette semaine, ça s'est réellement passé. C'est-à-dire qu'il a voulu mettre les joueurs devant leurs responsabilités en leur disant « Ok, vous êtes libre de sortir, etc. Mais vous ne pouvez pas donner cette image-là, parce que des images avaient fuité sur les réseaux. On voyait Navas torse nu, Cavani torse nu, et on sentait qu'ils n'avaient pas bu que de l'eau. Ils étaient assez bien éméchés. Et ça s'est retourné contre lui. Et finalement, quand tu veux mettre un petit peu d'autorité dans ce club, c'est très, très, très compliqué, Yacine. Oui, parce que les joueurs ont des habitudes. Parce que comme les enfants, je sais pas ceux qui écoutent et qui ont des enfants, ils savent très bien que quand tu dis à tes enfants une chose une fois, c'est pas là que ça va marcher. Tu vas le répéter, il va faire une deuxième bêtise, une troisième bêtise, et puis là, il va comprendre. Donc, les joueurs, c'est la même chose. Si tu viens un jour comme ça, leur mettre un coup de pression, en plus en leur disant, OK, mais en fait, vous avez le droit, mais vous n'avez pas le droit de le montrer. En fait, tu es en train de leur dire, vous pouvez aller vous bourrer la gueule tous les soirs, du moment que vous ne mettez pas sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, c'est un faux coup de pression. Je pense pas que c'était. En fait, il leur a reproché les sorties entre 2 matchs de Ligue des Champions. Il leur a aussi reproché le côté professionnel, c'est-à-dire que tu peux pas, lorsque tu as des échéances aussi importantes, même si c'est ton anniversaire, il faut être en tout cas plus raisonnable que ce qu'ils l'ont été. En gros, c'était ça le message de Leonardo. Mais il n'a pas du tout validé. Je caricature parce qu'après, quand il avait parlé en disant justement tout ce que dit Nico, oui, on sait, etc. Croyez pas qu'on sait pas. En gros, tu es en train de dire, bon, on tolère certaines choses, mais un peu. En fait, il n'y a pas de tolérance à avoir, c'est pas la question. C'est, tu es directeur sportif, tu mets les choses au clair. Alors, j'écoute Clément. On a donc un entraîneur payé 9 millions d'euros par an qui ne peut rien faire. On a donc un directeur sportif payé 5 millions d'euros par an qui ne peut rien faire. Mais c'est magnifique. Mais moi, embauchez-moi, les gars. Mais donnez-moi 5 millions d'euros par an pour ne rien faire. On sait que t'en rêves. Mais c'est une blague, Clément, ou quoi? Non, mais évidemment qu'il est responsable au maximum. D'accord? Il est responsable de ne pas être là. Il est responsable de ne pas venir parler quand ça va mal.
Parce qu'en ce moment, c'est en ce moment qu'on a envie de l'entendre. C'est pas après la victoire contre City venir nous raconter. Mais vous avez vu, hein, on a battu City, machin. Mais on s'en fout de ça. Quand tu viens nous dire, oui, le Real Madrid, il respecte pas le PSG. Hein. Non, tu sais, c'était quoi le pire, Yacine? C'est quand il dit, vous croyez, je sais plus après quel match, vous croyez, je crois que c'était City d'ailleurs, ouais, c'était City. Hein. Quand il parle de Neymar, il dit, oui, vous pensez que Neymar, il aurait fait un match comme ça s'il buvait tous les soirs ou s'il faisait la fête tous les soirs. Voilà. Alors qu'il avait fait un match qui était pas terrible du tout. Donc, arrête 2 minutes, tu es absent, t'en as rien à foutre. Voilà. Tu prends l'oseille encore une fois, et comme d'habitude avec Leonardo, tu prends l'oseille, tu te barras quand ça va te saouler. Au bout de 2 ans, peut-être 3 si ça arrive à tenir un peu. Voilà. Et puis tu nous sortiras encore une fois. Parce que vous savez très bien que les rumeurs, on fait courir ce qu'on veut. Et quand vous écoutez bien les choses, le Pochettino, c'est pas le choix de Leonardo. D'accord? Donc son vrai choix, c'était normalement Allegri. Donc il peut toujours s'en sortir. Écoutez-moi bien, il n'y a pas de patron dans cette équipe, il n'y a pas de patron dans ce club. Et lui, comme les autres, ils sont responsables. C'est trop facile de tout le temps dire on ne peut rien faire. Mais les mecs, si vous ne pouvez rien faire, mais cassez-vous. Voilà. Arrêtez de prendre l'oseille. Soyez un peu des bonheurs. En plus, vous n'êtes pas dans le besoin. Cassez-vous. Voilà. Mais si c'est tout le temps dire oh, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, ça va 2 minutes, non? Donc, on peut parler des jeunes. D'accord? Tu as 33 pros aujourd'hui sous contrat. D'accord? Tu as prolongé Kurzawa, tu as prolongé Draxler. Mais c'est qui? C'est Draxler qui est rentré dans le bureau qui a dit hey mec, moi je suis bien à Paris, il me faut 5 millions d'euros par an de salaire, je prolonge direct, mais après vous me foutez la paix. Mais qui a validé? Kurzawa, qui a prolongé? On vient de me raconter. Attends. Sur ces cas-là, oui, non, mais juste sur ces cas-là, parce qu'il faut être clair, sur ces cas-là, l'idée, c'est pas de prolonger pour qu'il reste. Je sais, mais parce que, alors, attends, juste 30 secondes. Le PSG a vu beaucoup de joueurs partir en fin de contrat, donc ils n'ont pas pu récupérer un peu d'argent. Donc ils se sont dit, ok, c'est pas 2 super joueurs, mais c'est des joueurs qui ont une valeur quand même sur le marché. Donc on va les prolonger et on va les vendre. Sauf que Leonardo est tellement un mauvais vendeur qu'il n'a pas réussi à les vendre. Il n'a pas un réseau suffisamment grand pour pouvoir placer des joueurs dont il ne veut plus, ce qui était quand même, malgré toutes les critiques qu'on a fait envers Antero Henrique, c'était sa spécialité. Il a réussi à vendre des joueurs et il a vendu Jean-Kévin Augustin 15 millions d'euros à Leipzig. Antero Henrique. Tu comprends ce que je veux dire? Alors oui, il a des défauts, mais il sait vendre. Non, mais je le sais. Ce que je veux dire, c'est que ton projet, c'est de prolonger pour vendre. Moi, encore une fois, tu sais, c'est comme tout dans la vie. À un moment donné, toi, tu me vends ton projet et je vois si tu as réussi. Donc, ton projet, c'était de les prolonger pour vendre. Aujourd'hui, à la fin des 4 ans de contrat de Kurzawa et les 3 ans de Draxler, tu auras perdu 30 millions d'euros. Tu auras donné 30 millions d'euros de salaire en tout à 2 joueurs que tu n'auras pas vendus. Donc, c'est de la merde. Voilà. Valait mieux les laisser aller au bout et faire l'économie de leur salaire et peut-être faire intégrer des jeunes dans le groupe plutôt que de garder ces mecs-là. Voilà, c'est tout. Donc, de toute façon, toute sa stratégie, c'est de la merde. Voilà. Il va chercher Danilo. Non, mais il va chercher Danilo. Non, Yacine, calme-toi. Calme-toi, Yacine. Qui ne correspond pas au jeu du PSG. Il met une clause d'achat obligatoire si Paris finit dans les 2 premiers. Et tu sais quoi, paye direct. Arrête tes clauses à 2 balles là. C'est du foutage de gueule. Comment ça, Paris, ils n'allaient pas finir dans les 2 premiers? Donc, écoute, il est autant responsable que les autres. Il vient se la raconter quand il faut. Il se cache quand il faut. Et en ce moment, il se cache. Voilà. Moi, je répète ce que je dis depuis le début. Que ce soit Pochettino ou Leonardo. À un moment donné, on voit les choses. Et il faut dire la vérité aux gens. Voilà, c'est tout. Encore une fois, si tu as le droit de dire, ouais, on n'est pas là où on voudrait être. Oui, le jeu proposé, ça ne correspond pas à ce qu'on aimerait faire. Oui, aujourd'hui, on est déçu de certains comportements, etc. Tu n'es pas obligé de dire, je suis déçu de lui. C'est pas le conseil de classe. D'accord? Tu ne vas pas dire, bon, je suis déçu de Neymar, de Messi, de trucs. Je suis plutôt satisfait de Mbappé. Non, mais on ne vous demande pas ça. Juste, arrêtez de mentir. Parce que là, on a l'impression que tout va bien. Parce que tu es premier en Ligue 1, dans une Ligue 1 où le deuxième n'est pas à 2 points de moyenne par match, et tu es qualifié en Ligue des Champions, deuxième, et tu es déjà deuxième quoi qu'il arrive avant la dernière journée. Voilà. Donc, moi, ce que je dis, c'est que Leonardo, il est archi responsable, qu'il a bien bluffé tout le monde. Parce que, et moi le premier,
au début de son retour, ses premiers discours, j'avais bien aimé. Par exemple, avant le match de Dortmund, je trouvais que c'était des bonnes prises de parole, tu vois. Il essayait un peu de désamorcer, parce que rappelons-nous que Et Paris. même la gestion du cas Neymar, quand il arrive, c'est plutôt bien géré, moi, je trouve. Exactement. Voilà, il a dit. En fait, il a dit aussi ce qu'on rêve tous, c'est-à-dire Neymar, il est transférable. Maintenant, il a un prix. Vous mettez le prix, ciao. Vous mettez pas le prix, je le vends pas. Voilà, au moins les choses sont claires. Et pareil pour Mbappé, Yacine, hein. J'insiste, hein. Lui, Mbappé, il l'aurait vendu, hein. Et c'était pas, enfin voilà, lui, un club, ça sert à vendre des joueurs, à acheter des joueurs. Et lui, enfin, Leonardo ne comprend pas comment on peut laisser partir un joueur libre comme Mbappé, quoi. Enfin, lui, ça le dépasse. Donc, Voilà. si ça avait été sa décision, évidemment que lui, il l'aurait vendu, hein. Pas de problème Voilà. pour Leonardo. Donc, il y a tout ça. Bref, en tout cas, il est autant responsable que les autres. Et la dernière chose, c'est qu'il est autant responsable parce qu'un entraîneur a besoin d'être soutenu. Aujourd'hui, la direction de l'entraîneur, le N+1 de l'entraîneur, c'est Leonardo, c'est pas Nasser. Donc, le N+1 n'est pas là. Voilà. Il ne soutient pas l'entraîneur. D'accord, Yacine. Bon, écoute, message passé, message enregistré. Vous avez eu chacun à peu près votre coup de gueule. Toi, on sentait que c'était vraiment Leonardo, hein. Ça te pesait, Yacine. Ouais, T'as parce que pu j'aime vider pas ton la sac, ça fait plaisir. Je trouve qu'il y a des moments où il parle trop pour rien, mais bref. Non, mais on est d'accord. C'est la fin de ce podcast, messieurs. Merci à vous. On va se retrouver mercredi au lendemain de PSG Bruges. Bon, Yacine sera avec moi, pas de souci. Nicolas, en direct, hein, tu nous dis si t'es là ou pas. Il n'y a Que pas les de gens F1, il n'y a pas les essais de F1. Non, c'est bon, je serai là. mercredi, voilà. Par contre, il faudra qu'on parle aussi de Navas la prochaine fois. Hein. Oui. Mais Il va y avoir un vrai débat, Navas, quand même, là. C'est vrai. Même si, alors dans ce match, il fait l'erreur, évidemment, mais il sauve aussi quand même le PSG avec quelques arrêts en première mi-temps. Et on n'a pas parlé d'Mbappé, qui a encore augmenté ses stats en termes de passes décisives. C'est incroyable, les stats de ce joueur, c'est vraiment incroyable. Voilà. Merci encore, merci à vous, merci Clément, merci Nico, merci Yass. Nous, on se retrouve mercredi après Bruges, après PSG Bruges. Bonne journée à vous et à mercredi. Ciao. Ciao. Salut.